Eh bien, chers amis, nous sommes de retour. Nous parlons à présent du chiffre du jour. Et aujourd'hui, il s'agit du chiffre 1. Alors, nous allons parler de 1.0. Il s'agit du taux de prévalence du VIH-Sida au Bénin. C'est de cela que nous débattrons ce matin. Et pour en débattre avec moi, Tessani Ngoudeyo et Mori Yagwa, merci à tout un chacun de vous. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors, j'ai pour habitude de toujours commencer par vous, Mori Yagwa. Devrais-je le faire? Devrais-je vous donner la parole à vous, Teslanik? C'est un nouveau jour, une nouvelle semaine. Alors, c'est avec vous, Teslanik, que nous allons commencer. Avec beaucoup de plaisir, on parle donc du chiffre 1, donc 1% de taux de prévalence du VIH-Sida au Bénin. Et déjà, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le taux de prévalence, parce qu'il ne sert à rien de débattre de ce chiffre-là sans savoir véritablement de quoi il s'agit. La prévalence en elle-même, c'est bien ce taux-là qu'on calcule sur l'état de santé d'une population par rapport à une maladie bien définie sur une période donnée et dans des conditions bien définies. Et depuis 2002, ici au Bénin, nous avons connu une certaine stabilisation du taux de prévalence du VIH-Sida qui était à 1,2% jusqu'en 2016 au moins. Et je crois que récemment, en 2016 et 2019, nous sommes passés à 1%. C'est dire que seulement 1% de la population béninoise présente une certaine porte le virus. Enfin, je voulais faire un détour scientifique par rapport au thème que j'ai déjà appris, mais c'est plus simple de le dire comme ça. 1% de la population présente les symptômes de cette maladie-là, sinon est infectée au virus. Est-ce qu'on peut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut continuer la lutte? La lutte continue tout simplement. Alors, Mori Yagwa, on parle bien évidemment d'1.01% de taux de prévalence du VIH-Sida au Bénin. Oui, effectivement, il faut répondre à la question, la dernière question posée par Teslani Koundéon. Faut-il s'en réjouir? C'est évidemment, elle a dit, c'est non, puisque c'est une maladie comportementale. Les maladies comportementales, il ne faudrait pas s'en réjouir, parce que d'un jour à l'autre, il suffit que les gens changent de comportement et puis paf, ça repart encore. Il faut continuer la veille, il faut continuer la conscientisation, il faut continuer la sensibilisation et donc on ne peut pas s'en réjouir. Cette maladie quand même dont souffrent 39,7 millions de personnes dans le monde porteurs du virus, dont un certain nombre s'est dépisté. Aujourd'hui, on a quelques chiffres dont je vais vous parler rapidement sur les 37,9 millions de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2018. 79% ont subi un test de dépistage, 62% ont reçu un traitement et 53% ont réussi à supprimer le virus du VIH. C'est important, éliminant ainsi le risque de transmettre le virus. Aujourd'hui, ça a été très difficile quand on a vu cette maladie, ce virus apparaître au Bénin dans les années 80, plus précisément en 1987, où on a compté les premiers porteurs de ce virus-là. Et il fallait donc prendre des mesures. Vous avez vu tout ce qui a été fait par les organisations internationales, ONU-SIDA et autres, pour pouvoir booster, ou du moins pour pouvoir faire reculer cette pandémie. Mais ce n'est pas encore fini, puisque le virus est un virus dangereux, comme on le dit. Aujourd'hui, il n'est pas encore facile, il n'est pas encore possible d'avoir un vaccin, parce que comme l'a expliqué notre invité ici, c'est un virus, moi je l'ai appelé caméléon. Elle dit, par exemple, quand vous voyez ce virus-là, et puis ce virus a cette forme, le temps d'aller chercher, d'aller inventer, un vaccin pour lutter contre, vous revenez, vous trouvez le virus sur cette forme. Alors que vous, ce que vous avez apporté, c'était pour lutter contre un virus qui a cette forme. Donc, c'est vraiment difficile. Mutant, on peut le dire, c'est bien ça. Et c'est l'expression qu'on utilise d'ailleurs. Et je pense quand même que ce sont les humains qui sont
qu'on ne sont pas maîtrisables, puisque les comportements qu'il faut suivre pour éviter, pour endiguer le mal existent. Mais pourtant, pour le plaisir, parfois, on se laisse aller. Et on sait que cette maladie-là n'est pas seulement une maladie sexuelle qu'on peut avoir par la transmission dans les relations par voie sexuelle. Et donc, il y a des mesures à prendre, il y a plus d'attention à faire. Et donc, aujourd'hui, on doit saluer quand même les efforts effectués par ces organisations-là, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent avec cette maladie que vous ne pouvez pas reconnaître, qui sont plus en forme que moi, que vous. Et parce qu'il y a un rythme à suivre, il y a des maladies, il y a des médicaments à prendre, à consommer périodiquement, que ces personnes doivent aller chercher. On ne laisse pas ces médicaments-là à leur disposition. La période arrive, vous allez vous rendre dans le centre et vous prenez le médicament, vous consommez. Il suffit de respecter rigoureusement la posologie et les périodes et finalement, vous vous sentez bien. Vous avez entendu, il y a des gens qui ont porté le virus, mais finalement, aujourd'hui, qui ne peuvent plus transmettre ce virus. Donc, ce virus est neutralisé dans leur organisme. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, cette lutte-là, contre cette maladie-là, continue et se fait. Donc, nous devons quand même continuer la sensibilisation pour ne pas nous réjouir sur ce chiffre-là de 1.0. On souhaite qu'on nous dise un jour qu'on est à 0. Moi, j'aime bien votre façon de conclure tout ceci. C'est un petit peu comme s'il vous raconte une histoire. Il fait c'est comme ça que un peu pour dire que c'est comme ça que le Bénin a vu le jour après une longue histoire. Eh bien, merci à vous. Quel chat se promène dans ma gorge ce matin? Oui. Merci à vous. Un chat rayé. C'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est eux qui sont résistants comme zébrés, ça. si vous voulez. Même zébrés, si vous voulez. Ils sont têtus. Il faut reconnaître cependant qu'un véritable travail a été fait quand même sur toutes ces années. Je me rappelle qu'il y a quelques années, quand on vous dit que vous êtes atteint du sida, c'est vraiment tout de suite la dépression. Vous savez que c'est la finalité, c'est la mort, voilà. Et c'était très traumatisant à la fois pour les personnes infectées que pour leur famille et leurs proches. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de mesures qui sont prises quand même pour leur permettre de vivre. Et non seulement de vivre, mais de bien vivre. Parce qu'aujourd'hui, il me semble, à moins que je ne m'abuse, cela ne leur pèse plus autant psychologiquement. Il y a un système qui a été mis en place, je pense que, je ne sais plus si c'est en 2006 ou en 2008, mais il y a un programme qui a été mis en place et une politique nationale de lutte contre le VIH-Sida, ce qui nous a permis de prendre un peu le taureau par les cornes, comme on le dit. Et il y a, Mori Agua en parlait rapidement, il y a ce système-là qui est mis en place pour les PV-VIH, où ils vont vers un centre spécifique pour avoir leurs antirétroviraux. Et quand vous suivez justement le traitement, et ce traitement n'est pas que médicamenteux, il y a tout l'accompagnement psychologique et tout ce qui va avec, qui permet aux gens aujourd'hui de mieux vivre la maladie. Mais il y a également les retombées des différentes sensibilisations qui ont été faites à ce jour, parce que la perception sociale de la maladie a également évolué. Voilà, on n'est plus forcément braqué aujourd'hui quand on entend c'est un malade du VIH. Attention, il ne peut pas boire dans le même verre que moi, il ne peut pas respirer le même air que moi. Voilà, la perception sociale a évolué. Du coup, même quand quelqu'un est dépisté et est positif au VIH-Sida, la famille ne représente plus un véritable poids, parce que derrière, il y a le rejet. On se dit, qu'est-ce qu'il a pu faire pour en arriver là? Et c'est comme ça, quoi. Quand vous le dites comme ça, c'est trop gentil. Qu'est-ce qu'il a fait pour le mériter? Parce que c'est beaucoup plus ça. Oui. Les gens, ils se disent, c'est parce que, là, enfin, les plus courageux vous le disent, mais sinon, vous sentez dans leur attitude que c'est parce que vous vous êtes mal comporté, vous avez fait ci, vous avez fait ça, que vous en payez le prix sous une forme ou une autre. Mais d'une façon ou d'une autre, les sensibilisations ont permis de changer un peu la perception des Béninois en général, je vais le dire comme ça. Même moi, parce que, enfin, on n'en parle pas souvent, mais dans chaque famille, il y a souvent ces cas-là. J'ai connu un proche parent qui est mort de la maladie en son temps, ça fait plusieurs années déjà.
ça, enfin une quinzaine d'années. J'étais encore très jeune, mais j'entendais quand même, en famille, j'entendais dire c'est parce qu'elle a été infectée au VIH-Sida et ainsi de suite. Et voyant des photos d'elle à quelques jours, peu avant sa mort, elle avait perdu beaucoup de poids. C'était pratiquement tous les symptômes ou tout ce qu'on nous disait du VIH-Sida que je remarquais. Donc, je pense qu'à cette époque, je n'avais pas cette même perception que j'ai aujourd'hui de la maladie. Et tout ce qui se disait, on dit elle a mené une vie de débauche et ainsi de suite. Donc, ça vous met dans la posture de, enfin, les malades, vous ne touchez pas, vous n'approchez pas. Mais aujourd'hui, chacun de nous est tellement informé sur la maladie qu'on sait exactement ce qui peut nous amener sur ce terrain ou pas. On sait aujourd'hui qu'une femme enceinte ne transmet pas systématiquement la maladie à son enfant. On sait que ce n'est pas parce qu'on mange dans le même plat qu'un PVVIH qu'on est également exposé à la maladie. On sait qu'en lui serrant la main, ce n'est pas l'hépatite B, on ne prendra pas automatiquement le virus. Donc, l'évolution même dans notre perception de la maladie permet une meilleure prise en charge et un meilleur vécu pour les PVVIH aussi, à mon avis. Vous faites bien de le dire. Hein. Je pense que Maury Agua également l'a rapidement brossé tout à l'heure quand il disait que nous savons désormais qu'il y a plusieurs modes de transmission de cette maladie-là. Il a évoqué notamment les voies sexuelles et aujourd'hui, on sait, c'est clair dans tous les esprits, il ne s'agit pas que de transmission par voie sexuelle. Même quand vous allez chez votre coiffeur simplement, vous pouvez... Il y a ce risque-là. Je vais vous donner rapidement un exemple. Je vous parle c'est pas une anecdote, mais c'est un fait réel. Une maman qui a déjà perdu son mari, ça faisait plus de 30 ans, et donc elle n'avait même pas un autre homme dans sa vie, mais ses enfants découvrent qu'elle est porteuse du virus. Wow. Il fallait, mais quoi, avec qui, maman, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Dans les recherches, on a compris qu'elle aime tellement se faire les ongles. Les ongles quand les gens passent là, venez, les dames qui portent les trucs, venez. Et tout le temps, il n'y a pas cette semaine où elle ne faisait pas 2 fois ses ongles. Et finalement, c'est là qu'on a trouvé que, c'est là où le virus lui a été transmis. C'est qu'il faut véritablement faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et je pense, comme vous le disiez, Tessani Gouveillon, qu'aujourd'hui, tous les esprits comprennent, oui. Quand on était enfant, il y avait le professeur Mombi, paix à son âme, qui a fait une sensibilisation où on dit « change-moi la lame ». Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est ça, justement. C'est ça, justement. Ce sont de petits détails très importants que l'on nomme, que l'on oublie très facilement. Mais il faut véritablement pouvoir faire attention à tous ces petits détails-là, que ce soit chez les coiffeurs, que ce soit avec les dames de la manicure, pédicure. La chose la plus conseillée, d'ailleurs, chers amis, c'est d'avoir soi-même son matériel. C'est très important. Cela vous met à l'abri de ce genre de déconvenus-là. Alors, merci à vous deux. Moi, par exemple, les artisans, celle qui me fait la pédicure ou mon coiffeur, au départ, le coiffeur, j'ai ma brosse, mais je n'y allais jamais avec. Et un jour, il m'a dit, il faut que tu commences à venir avec ta brosse. Il m'a même conseillé récemment d'acheter une tondeuse, il m'a dit, comme ça, parce que quand il doit coiffer un autre client, il est toujours en train d'essayer de désinfecter à l'alcool. Mais est-ce que ça le fait véritablement? On ne sait pas toujours. Donc, il me disait, il faudrait acheter une tondeuse, c'est beaucoup plus simple et tout. À la pédicure, la dame, récemment aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'en avais pas. Mais puisque j'y vais beaucoup plus fréquemment aujourd'hui, elle me dit, je pense que tu devrais acheter le matériel. Et je lui ai remis de l'argent, elle a acheté et je le garde. Elle m'a dit, tu gardes et toutes les fois que tu dois venir par ici, tu l'apportes et je l'utilise pour toi. C'est le plus simple. C'est important de le faire parce qu'il n'y a pas que le sida, il y a les hépatites qui sont plus, beaucoup d'autres maladies qui font plus de dégâts. Qui sont plus virales.